Bonjour, aujourd'hui on va voir les figures de style. Alors c'est quoi les figures de style? Quand l'auteur d'un texte veut attirer l'attention du lecteur pour le convaincre, le séduire, l'impressionner, lui transmettre une vision du monde, il cherche à être expressif. L'expressivité est provoquée par un détour, une accumulation, un choc, une accélération ou une rupture dans le message. Alors c'est ça les figures de style. Première catégorie de figures de style qu'on va voir aujourd'hui, c'est les figures d'analogie. Alors quand je dis analogie, ça veut dire la ressemblance. Il y a quelque chose de commun entre les éléments du texte ou bien du discours. Alors les figures d'analogie sont la comparaison, la métaphore et la personnification. Commençons par la comparaison. Alors la comparaison cherche à rapprocher deux termes, bien deux notions, c'est-à-dire le comparant et le comparé, en utilisant un outil de comparaison. Alors, quel est l'effet qu'elle veut produire? Elle veut créer des images en mettant deux domaines différents en parallèle. Alors, je compare deux éléments, c'est-à-dire, ou bien je cherche la ressemblance, ou bien la supériorité, ou bien l'infériorité, en utilisant des outils. Alors, ces outils sont, par exemple, vous avez le comme, qui est une préposition. On peut aussi trouver une locution. On emploie l'outil comme locution. Exemple, de même que, plus que, moins que, aussi que, ainsi que, avec bien sûr un adjectif entre ces éléments. On peut comparer en utilisant un adjectif semblable à, tel que, pareil à, etc. Mais aussi le verbe peut être un outil de comparaison comme ressembler à, sembler, faire penser à, on dirait que, etc. Alors, la calomnie est comme la guêpe. Voilà, ça, je vous ai donné cet exemple. Vous avez comme, c'est l'outil de comparaison. Je compare quoi à quoi? Je compare la calomnie à la guêpe. Donc le comparé, c'est la calomnie et le comparant, c'est la guêpe. Alors ici, il y a une ressemblance entre ces deux éléments. Donc, je peux trouver par exemple une différence. Par exemple, l'enfant est plus agité que sa sœur. Plus l'adjectif agité, bien le participe passé, et que, et vous avez. Alors, je compare l'enfant à sa sœur. L'enfant, c'est le comparé, et sa sœur, c'est le comparant. Voilà en ce qui concerne la comparaison. C'est la plus facile d'ailleurs des figures, et surtout des figures d'analogie. Deuxième figure d'analogie, la métaphore. C'est quoi la métaphore? C'est une comparaison, mais c'est une comparaison sans outil de comparaison. Et parfois, on n'a même pas le comparé. Je vous donne un exemple. Je ne veux pas aller en enfer. Ça, c'est Sidi Mohammed qui l'a dit. Je ne veux pas aller en enfer. Et lui, l'enfer, pour lui, c'est le bain mort. Donc, il n'a pas cité le comparé. Il a cité seulement le comparant. Et il n'y a pas d'outil. Cet homme est un lion. Cet homme est un lion. L'homme, je compare l'homme au lion, c'est-à-dire cet homme est aussi courageux qu'un lion. Il a un cœur d'acier. Il a un cœur d'acier.
c'est-à-dire que son cœur est dur comme l'acier. Donc vous voyez, je n'utilise pas l'outil de comparaison. C'est la métaphore. Troisième figure, c'est la personnification. Alors c'est quoi la personnification? C'est donner un caractère humain à un animal, à un objet ou bien un élément de la nature. Alors, les objets de ma boîte me parlaient. Si Sidi Mohamed dit, les objets de ma boîte me parlaient. Est-ce que les objets parlent? Non. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le caractère de l'humain, c'est-à-dire le fait de parler, à un objet. L'objet, on sait que l'objet ne parle pas. Mais ici, c'est une forme de comparaison aussi, mais ici spécialement, on compare avec une personne, on donne le caractère d'une personne. Le ciel pleure. Quand il pleut, on peut dire le ciel pleure. Donc ici, le ciel pleure, ça veut dire la pluie qui tombe. On la compare aux larmes qui tombent des yeux d'une personne qui pleure. Donc au lieu de dire que la pluie tombe, je dis le ciel pleure. Les oiseaux chantent. Alors ce sont un animal. Normalement, ce qui chante c'est long, mais la voix ou bien le cri qu'émettent les oiseaux, on le compare à une chanson et on dit les oiseaux chantent. Donc voilà, donc je peux donner le caractère d'une personne à un objet, à un animal ou bien à un élément de la nature. L'élément de la nature, c'est la mer, le ciel, la rivière, la terre, l'arbre, etc. Deuxième catégorie de figures, c'est les figures d'opposition. Alors là, l'opposition, c'est-à-dire on trouve des antonymes, c'est-à-dire des mots qui ont du sens contraire. Alors, pour ces figures, nous avons l'antithèse, l'oxymore, le chiasme et l'antiphrase. Commençons par l'antithèse. Alors, dans l'antithèse, on trouve deux mots de sens contraire qui sont dans la même phrase. Deux mots dans la même phrase, mais qui ont des sens contraires. Alors, pour les faits, elle met en évidence un conflit entre deux réalités. Alors, l'exemple que je vous ai donné, Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur. Ça, c'est tiré d'un poème de Prévert. Alors, quels sont les mots qui ont le sens contraire dans ce passage, ou bien dans cet énoncé? Vous avez petit et grandeur. Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur. Puisque les deux mots qui ont le sens contraire, regardez ici, petit c'est un adjectif et grandeur c'est un nom. Donc ce n'est pas nécessaire qu'ils soient de la même nature. Alors là, puisqu'ils existent dans le même énoncé, la figure exprimée, c'est l'antithèse. Alors, je peux vous donner d'autres exemples. Alors, tout à coup, je ris et je larmoie. Je ris, le verbe rire, le verbe larmoyer, c'est-à-dire faire tomber des larmes, c'est-à-dire pleurer. Donc ici, vous avez rire et larmoyer qui se trouvent dans la même phrase. Donc, ça veut dire que la figure exprimée, c'est l'antithèse. Il faut qu'elle soit dans la même phrase ou bien dans le même paragraphe, dans le même énoncé, de toute façon dans le même énoncé. Alors, quelle est la différence entre l'oxymore et l'antithèse? Dans les deux cas, nous avons deux mots qui sont opposés.
Mais la différence, c'est que dans l'oxymore, il faut que ces mots soient juxtaposés, c'est-à-dire l'un après l'autre. Il n'y a rien qui les sépare, même pas une virgule. Alors, regardez un soleil noir. Est-ce que le soleil peut être noir? Bien sûr que non. Ça, c'est une image. C'est une image qu'on a donnée. Un bruit calme. Un sourire triste. Alors, ce sont des mots qui sont juxtaposés, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Vous avez l'adjectif avec le nom. Vous pouvez trouver l'adverbe avec le verbe, etc. Mais il n'y a rien qui les sépare. C'est ça la différence. Dans l'antithèse, ils peuvent être loin, séparés par une expression, par un mot, par un verbe, par une virgule, comme vous voulez. Mais quand vous trouvez le mot et son antonyme, c'est-à-dire le mot qui a un sens, c'est pas nécessairement qu'il soit antonyme, parce que noir n'est pas l'antonyme de soleil. Non, attention. C'est-à-dire un mot qui a un sens opposé, tout simplement. Le bruit et le calme, bien sûr, sont opposés. Le sourire ne peut pas être triste. On sourit parce qu'on est heureux. Le soleil ne peut pas être noir. Vous voyez? Donc là, c'est un procédé qui rapproche ou bien qui juxtapose, qui fait la juxtaposition de deux mots qui ont un sens opposé. On appelle ça l'oxymore. Troisième figure, le chiasme. Regardez, ça s'écrit chiasme, mais on le lit chiasme. Alors, là, il faut qu'on ait quatre mots. Quatre mots qui sont opposés deux à deux. Deux à deux. Deux mots qui sont opposés et les deux autres sont opposés, mais vous avez quatre mots dans le même passage, bien dans le même énoncé. Et ça, c'est pour renforcer l'opposition. Je vous ai donné un exemple. Je les ai vus arriver le matin. Le soir, ils m'ont vu partir. Faites attention. Arriver, c'est l'inverse, ou bien c'est l'opposé de partir. Et le matin se pose au soir. Mais comment j'ai disposé ces mots? Attention, il faut que ça soit d'une façon symétrique. Comment ça? Je les ai vus arriver le matin. Le verbe arriver est écrit le premier, le matin après. Mais l'opposé du matin, qui est le dernier mot dans la première phrase, est écrit le premier dans la deuxième phrase. Donc c'est une sorte de symétrie. Et le verbe partir, qui est l'opposé du verbe arriver, il est écrit à la fin de la deuxième phrase. C'est comme ça qu'on construit ou bien qu'on retrouve le chiasme dans un énoncé. Donc quatre mots opposés deux à deux de façon symétrique. Si vous voulez donner une explication mathématique, si je donne A à arriver, moins A, c'est à la fin, et B, moins B. Donc A, B, moins B, moins A. C'est comme ça la symétrie. Dernière figure d'opposition, c'est l'antiphrase. Alors là, l'antiphrase, vous n'allez pas trouver des mots contraires ou bien de sens opposé, non. L'antiphrase, c'est dire le contraire de ce que l'on pense. Je dis une chose, mais à l'intérieur, ce que je réfléchis au contraire. Et là, c'est pour me moquer. Parce que l'effet produit, c'est renforcer l'ironie du locuteur. Je me moque. Sidi Mohamed est un enfant sociable. Est-ce que la vérité est que Sidi Mohamed est sociable? Tout le monde sait que Sidi Mohamed n'avait pas d'amis, il ne voulait pas jouer avec les enfants, il ne voulait pas rester avec les adultes, il voulait toujours jouer avec sa boîte à merveilles, donc il n'est pas sociable. Quand je dis ça, je suis en train de me moquer.
quelqu'un qui a eu 2 sur 20 en mathématiques, je vais dire bravo, tu es très bien en maths. Hein, tu es très bien en mathématiques, tu as une très bonne note, tu vas réussir comme ça. Par exemple, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, il m'a fait attendre une demi-heure. Quand il arrive, je lui dis « Bravo, tu es ponctuel ». Alors, est-ce qu'il est ponctuel? Normalement, quelqu'un qui ne vient pas à l'heure, il n'est pas ponctuel. Moi, je dis le contraire de ce que je pense. Alors là, c'est l'antiphrase. Donc, et comment vous comprenez l'antiphrase? Ça dépend du contexte, du passage que vous lisez. Quand vous sentez que le personnage, bien le locuteur, bien l'auteur, est en train de se moquer en donnant l'inverse de la réalité qui doit être, ou bien de ce qu'il pense, dans ce cas, c'est une antiphrase. Voilà pour les figures d'opposition. Troisième catégorie de figures, les figures d'insistance. Alors pour insister sur quelque chose, sur une idée, je dois la reprendre, c'est-à-dire la répéter. C'est pour cela qu'on a des figures où on répète des mots ou bien des groupes de mots. Première figure, la répétition. Répéter un mot ou bien une expression dans la même phrase. Regardez l'exemple. Elle est belle et plus que belle. Ça, c'est une citation de Baudelaire. Belle, l'adjectif belle, il veut insister sur la beauté de la femme ou bien la fille. Donc, il a utilisé l'adjectif belle 2 fois dans la même phrase. Pour qu'on parle de répétition, il faut que le mot soit, ou bien l'expression soit répétée dans la même phrase. Alors, pour l'anaphore, et c'est là où il y a la différence entre la répétition et l'anaphore. L'anaphore, on répète un mot ou bien une expression en tête de plusieurs phrases ou bien des vers dans la poésie. L'effet qu'elle produit, c'est qu'elle rythme la phrase et dégage un thème. Le thème, c'est celui du mot ou bien de l'expression répétée en tête de la phrase et ou bien en tête du vers pour la poésie. Regardez l'exemple. Trouvez des mots forts comme la folie, premier vers, deuxième vers. Trouvez des mots couleur de tous les jours. Voilà, donc on a trouvé des mots. Trouvez des mots que personne n'oublie. C'est la même expression. Ça, c'est une poésie de Aragon. Aragon aussi a dit « Ce bras qui ne songe qu'à toi, ce bras qui prend peur de son poids, ce bras suspendu sur ton âme. » C'est un autre poème de Aragon qui répète « ce bras ». Donc vous voyez la répétition d'un mot ou bien d'une expression en tête. Il faut que ce soit au début de la phrase ou bien au début du vers. Ça, on l'appelle l'anaphore. Troisième figure d'insistance, la gradation. Alors la gradation, il y a une petite différence entre la gradation et les figures que j'ai citées, la répétition et l'anaphore. Ici, on fait succéder, on ne répète pas, mais on fait succéder des termes d'intensité ou bien croissante ou bien décroissante. Alors, je commence par exemple, un mot, je donne le mot le plus fort ou bien le moins fort, ça dépend, et le troisième mot est encore plus fort que les deux précédents. Regardez Victor Hugo dans Le dernier jour d'un condamné, qu'est-ce qu'il dit? Le condamné dit « Je n'ai plus qu'une pensée, une conviction, une certitude. » Il a commencé par la pensée, ensuite la conviction, ensuite pour monter à plus que la conviction, c'est la certitude. Donc ici, vous avez 3 mots qui se succèdent avec une intensité croissante, c'est-à-dire on monte.
parfois on peut descendre. Par exemple, Victor Hugo a dit « J'ai une mère, j'ai une femme, une fille ». Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité 3 femmes, les 3 femmes de sa vie, mais il a fait un classement. Ce classement, il a fait selon l'âge. La mère, elle est la plus âgée. Ensuite, la femme, qui est moins âgée, plus jeune que la mère. Ensuite, la fille, qui est plus jeune que les deux. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici dans l'âge? Il descend. Donc, c'est ce qu'on appelle une gradation décroissante ou bien descendante. On peut dire aussi descendante. Alors, l'effet produit par la gradation, c'est qu'elle produit un effet de zoom. Hein, le zoom, vous connaissez le zoom de la caméra, c'est-à-dire on s'approche petit à petit en mettant l'accent sur l'ampleur du thème. Voilà, la gradation, elle est facile. Vous trouvez des mots qui sont classés selon un ordre ou bien croissant ou bien décroissant. Alors, une figure qu'on peut la classer comme figure d'insistance, mais elle est aussi une figure d'amplification. L'amplification amplifiée, c'est-à-dire exagérée. Alors, l'hyperbole, c'est l'hyperbole. L'hyperbole emploie des termes trop forts, qui sont exagérés. Quand je dis « je meurs de faim », moi je ne meurs pas de faim. Mais pour montrer que j'ai très faim, je meurs de fatigue. Je suis très fatigué. Et l'effet produit par cette hyperbole, c'est toucher les sentiments extrêmes de l'interlocuteur avec qui on parle ou bien à qui on s'adresse. Ahmed Sfraoui a utilisé l'hyperbole dans la boîte à merveilles. Leur voix, il parle ici de sa mère et de son amie Laïcha, leur voix faisait trembler les murs. Ça veut dire, trembler les murs ici, ça veut dire qu'elle parlait très haut, avec une voix très haute. Donc, il a exagéré pour décrire la façon de parler de sa mère et de son amie Laïcha. Et on peut donner d'autres exemples. Tu m'as fait attendre une éternité. Alors, est-ce que, d'ailleurs, nous, on ne peut pas vivre une éternité, c'est-à-dire tu m'as fait attendre un temps considérable. Par exemple, 2 heures, 3 heures, une éternité. Alors là, j'insiste sur le fait que tu n'es pas venu à temps et j'utilise éternité comme figure d'insistance ou bien d'amplification, c'est l'hyperbole. Voilà pour les figures d'insistance. Pour les figures d'atténuation, ici, on insiste sur les deux les plus connus, les plus utilisés. Vous avez la litote et l'euphémisme. Alors pour la litote, son procédé, c'est atténuer une idée. Atténuer d'abord, excusez-moi, il faut que je vous explique l'atténuation. Atténuer, c'est baisser ou bien la valeur ou bien le choc de quelque chose, d'une expression, etc. Alors, atténuer une idée par une tournure moins directe en utilisant la double négation. C'est ça le procédé. Regardez l'exemple de Corneille. Va, je ne te hais point. Va, je ne te hais point. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé le verbe haïr, qui est le contraire du verbe aimer, d'accord? Et la négation avec ne point. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par son message? Va, je ne te hais point. C'est-à-dire, je t'aime toujours. Alors là, c'est une façon de détourner un petit peu pour ne pas dire directement l'expression aimer. Il a utilisé le contraire de aimer avec la négation et ça revient au même. On appelle ça la litote. Il n'est pas venu, par exemple, à temps. Il n'est pas venu à temps. Alors c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il est venu en retard. Donc j'ai utilisé la négation et j'ai utilisé l'expression qui veut dire l'inverse du retard. Il n'est pas venu à temps. Cet homme ne manque pas de courage.
Cet homme ne manque pas de courage. Ça veut dire qu'il est courageux. Donc ici, j'utilise la négation deux fois, ce qu'on appelle la double négation, et la figure s'appelle la litote. Alors, deuxième figure d'atténuation, c'est la figure la plus célèbre, celle de l'euphémisme. Et bien sûr, l'euphémisme, il est fait pour ne pas choquer les gens, pour ne pas choquer. Utiliser à la place d'un mot, un autre mot ou expression qui atténue, c'est-à-dire qui baisse un peu le choc ou bien atténue le sens. Voilà, c'est dit, l'effet produit, c'est éviter le choc d'une idée brutale ou bien désagréable. Quand vous parlez à une personne âgée ou bien vieille, vous n'allez pas lui dire tu es vieille. Il faut dire tu es une personne âgée ou bien qui a pris de l'âge. Si on parle de la vieillesse, de la période, on ne dit pas la vieillesse, on dit le quatrième âge. Alors vous parlez à un diplômé qui a eu son diplôme, qui n'a pas encore travaillé. Vous n'allez pas lui dire tu es chômeur, vous allez le choquer comme ça. Donc il faut, en parlant de lui, vous dites c'est un chercheur d'emploi. C'est un chercheur d'emploi. Les gens qui ont la couleur, moi je n'aime pas ce mot noir, mais on peut dire brune, les bruns, les Africains, les Américains, etc. Alors ce sont ce qu'on on les appelle les gens de couleur. Il ne faut pas dire à une personne tu es noir, c'est impoli. Donc il faut utiliser l'euphémisme pour décrire la couleur de sa peau. Par exemple, les gens qui ne voient pas. Il ne faut pas lui dire tu es aveugle, ou bien en parlant de lui, tu dis c'est un aveugle. Non, il faut dire c'est un non-voyant. C'est un non-voyant. Les gens qui n'entendent pas, qui sont qu'on appelle nous sourds, c'est impoli de dire sourds, il faut dire les non-entendants, c'est-à-dire les gens qui n'entendent pas, non-entendants, etc. Il y a beaucoup d'expressions, d'euphémismes qu'on doit utiliser pour atténuer, pour ne pas choquer l'interlocuteur, bien le lecteur si vous êtes en train d'écrire. Donc voilà, l'euphémisme, c'est la deuxième figure d'atténuation. Il n'y en a que deux, donc essayez de les retenir et de savoir les repérer dans un texte. On passe aux figures de substitution. Alors, substituer, c'est remplacer un mot par un autre, ou bien une expression par une autre, ou bien une expression par un mot. C'est ça, la substitution. Alors, première figure de substitution, c'est la métonymie. Alors, la métonymie consiste à remplacer le nom d'un objet, d'un être ou par un autre qui lui est proche. Il faut qu'il y ait un rapport logique entre le mot et celui par lequel on le remplace. Alors, par exemple, je remplace le contenu par le contenant. J'ai bu un verre. J'ai bu un verre. Je ne bois pas le verre. Je bois le contenu qui se trouve dans ce verre. Le thé, le café, l'eau, etc. Alors, on peut remplacer la personne par le lieu. Une personne par un lieu. Le lieu dans lequel ou bien elle habite, ou bien elle travaille, etc. Alors, dans le roman de Ahmed Sfraoui, La boîte à merveilles, toute la maison dormait. Toute la maison dormait. Ce n'est pas la maison qui dort, mais ce sont les personnes qui habitent à la maison. Alors là, c'est une métonymie. On peut aussi remplacer un mot par l'origine, par son origine. Par exemple, fumer des Havanes. Fumer des Havanes. Havanes, ce sont des cigarettes qui sont fabriquées à la Havane. J'ai lu un Victor Hugo. Bon,
je ne peux pas lire Victor Hugo. Victor Hugo, c'est une personne, c'est un auteur. Alors, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé le livre de Victor Hugo par le nom de son auteur. Par exemple, un instrument. On peut aussi utiliser un instrument. Federer est une bonne raquette. Federer est une bonne raquette. Alors là, Federer, c'est un joueur de tennis. Et pour jouer au tennis, il faut utiliser la raquette. Donc, au lieu de dire Federer est un bon joueur de tennis, j'ai remplacé joueur de tennis par l'objet ou bien l'instrument qu'il utilise pour jouer. Tout ça, on l'appelle la métonymie. La métonymie. Donc, cette figure, elle permet une concentration plus imagée sur une idée. Donc ici, quand je dis Rabat a décidé que par exemple, nous sommes dans la période de confinement, qu'on prolonge le confinement, c'est pas Rabat la ville, mais c'est les décideurs, les gens qui travaillent, les ministres, le roi, on peut parler aussi du roi, hein, ceux qui décident, les décideurs, ceux qui prennent les décisions du pays. Donc Rabat a décidé le prolongement du confinement, par exemple. La Maison-Blanche a attaqué Afghanistan, par exemple. La Maison-Blanche. Alors la Maison-Blanche, c'est le président ou bien les directeurs les gens qui dirigent l'Amérique, les États-Unis. Donc la Maison-Blanche, c'est le lieu où ils font leur travail, c'est-à-dire ils dirigent les États-Unis. Deuxième catégorie de figures de substitution, nous avons la synecdoque. Alors la synecdoque, c'est une variété de métonymie, c'est comme la métonymie, mais elle a une spécialité. Alors ici, elle exprime un rapport d'inclusion, c'est-à-dire on parle de la partie pour désigner le tout. Hein? On parle de la partie pour désigner le tout, ou bien la matière pour parler d'un objet. Alors, ici, je vous ai donné un exemple de Zola, Émile Zola. C'était une confusion, un fouillis de tête et de bras. De tête et de bras. Alors, les têtes et les bras sont des parties du corps des gens, des humains. Donc, au lieu de dire un fouillis de personnes, bien de gens, il a dit tête et bras. Donc, qui s'agitait, je n'ai pas fini la phrase. C'était une confusion, un fouillis de tête et de bras qui s'agitaient. Donc ici, Zola a insisté sur les têtes et les bras. C'est dans le but de donner une vision fragmentée de la réalité. Hein, on donne des fragments, c'est-à-dire des parties. Alors, pour la matière, pour l'objet, vous avez les cuivres et les bois se déchaînèrent. Les cuivres et les bois se déchaînèrent. Cuivre, c'est une matière, et bois, c'est une autre matière. Ici, il est en train de parler des instruments de vent. Alors, je peux vous donner un exemple plus simple que ça. Par exemple, je ramasse les papiers dans un coin. Alors, les papiers, ce n'est pas des papiers volants, mais tout ce qui est fabriqué en papier. Par exemple, les livres, les cahiers, tous les documents, tout ce que j'ai en papier, je vais le mettre sur une table ou bien dans un lieu. Là, je ne parle pas de papier feuille volante, non, mais je parle de tout ce qui est fabriqué en papier. Je peux dire, j'ai lavé le verre de la maison. Le verre de la maison. Le verre, tout ce qui est fabriqué en verre. Les fenêtres, les portes, tout ce qui est en verre. Donc ici, c'est la synecdoque. Je remplace l'objet par la matière par laquelle il est fabriqué.
Donc, retenez bien, il n'y a que deux exemples ou bien deux catégories dans la synecdoque. C'est la partie pour le tout et la matière pour l'objet. Donc, c'est la synecdoque. Troisième figure de substitution, c'est la périphrase. Elle est facile. Et on utilise une expression pour désigner un être, un objet ou un lieu au lieu d'employer le mot précis. Quand je dis la ville des Lumières, regardez, c'est toute une expression pour parler de Paris. La capitale économique du Maroc, pour parler de Casablanca. La locataire du rez-de-chaussée, ici, dans la boîte à merveilles, c'est la voyante, Chouafa. Donc, au lieu de dire Chouafa, ou bien la voyante, ou bien l'Elaknza, je dis la locataire du rez-de-chaussée. Donc ici, je remplace un mot par une expression, bien sûr, pour donner plus d'informations. Ici, on est en train de donner plus d'informations, ou bien pour insister sur une qualité, ou bien un défaut, etc. Voilà, c'est la dernière figure d'insistance.